Ma petite sœur a annoncé devant toute notre famille que j'étais trop embarrassante pour être invitée à son mariage. Ma mère m'a serré le poignet sous la table et m'a dit d'être la plus intelligente. Alors, je suis restée chez moi. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré devant eux. Et ce soir-là, tandis que je m'asseyais seul sur ma terrasse privée avec un verre de vin, tous les contes de divertissement du pays retransmettaient le moment exact où son fiancé parfait l'a giflé en plein visage devant 300 invités. Je n'ai pas poussé de hoquet. Je n'ai pas ressenti la moindre once de surprise. Je savais déjà exactement comment cette nuit allait se terminer. Car c'était moi qui avais construit la scène sur laquelle ils se tenaient tous. Avant de vous raconter comment cela s'est produit, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et si vous avez déjà été le membre de la famille que tout le monde sous-estime. Appuyez sur le bouton j'aime, car cette histoire est pour vous. Je m'appelle Vivien Marlot. J'ai 33 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille que ma famille faisait semblant de ne pas avoir. J'ai grandi dans une belle maison coloniale d'une banlieue aisée près de Charleston, en Caroline du Sud. Le genre de quartier où les haies sont taillées en rectangles parfaits et où chaque pelouse semble concourir pour un prix que personne n'a demandé à remporter. Mes parents, Diane et Gérald Marlot, ne se souciaient que de deux choses en ce bas monde. Les apparences et ma sœur cadette, Presley. Presley avait 2 ans de moins que moi. Et dès qu'elle a su marcher, elle a été le centre de l'univers de notre foyer. Elle était d'un charme inné. Le genre de fille que les professeurs adoraient sans vraiment savoir pourquoi. Le genre de fille qui pouvait rendre un bulletin médiocre et tout de même être emmenée manger une glace pour célébrer ses efforts. Je rapportais des notes maximales. J'étais au tableau d'honneur à chaque semestre. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université. Rien de tout cela ne semblait jamais compter. Mon père, qui avait bâti une agence d'assurance de biens et de responsabilité civile moyennement prospérant, partant de rien, mesurait la valeur de chaque être humain à la taille de son compte en banque et à l'étiquette de son blazer. Ma mère passait sa vie à essayer d'imiter des femmes dont elle n'était même pas sûre qu'elle l'appréciait. J'étais la réservée, la pragmatique. Celle qui portait des gilets de seconde main par choix et n'a jamais réussi une seule fois à être assez impressionnante pour l'un ou l'autre. Cette dynamique nous a suivis pendant 3 décennies. Et elle a atteint son paroxysme un soir du printemps dernier, dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville d'Atlanta. Mes parents avaient insisté pour un dîner de famille formel afin de célébrer les fiançailles de Presley avec un homme nommé Bennett Colgrove. Le fils d'une famille que tout le cercle de Presley décrivait comme étant de la vieille bourgeoisie. Je portais une simple robe marine, sans étiquette, rien de voyant. Je me suis assise à cette table et j'ai écouté ma sœur parler pendant la majeure partie d'une heure. De son mariage, la dentelle importée de sa robe, le coût à 6 chiffres de son lieu de réception. La liste d'invités exclusives que sa wedding planée avait apparemment mis 3 mois à finaliser. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai essayé plus d'une fois de faire partie de la conversation. Mon père, après 3 verres de cabernet de prix, riait bruyant à chaque blague de Presley. Ma mère n'arrêtait pas de me regarder comme si elle se préparait à un incident. Une fois les assiettes débarrassées, la table s'est tue. Et j'ai compris exactement ce que signifiait ce silence. Presley a fouillé dans son sac à main et a sorti une épaisse enveloppe crème aux lettres dorées. Elle ne me l'a pas tendue. Elle l'a fait glisser sur la nappe blanche jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant mon assiette. Je l'ai ouverte, m'attendant à une invitation. À la place, j'ai trouvé un relevé détaillé de tout ce que j'avais commandé ce soir-là. Du plat jusqu'au verre de pinot noir, totalisant exactement $142. Derrière, il y avait une lettre formelle imprimée sur le même papier luxueux, m'informant que je n'étais plus la bienvenue au mariage. J'ai levé les yeux. Presley n'avait pas l'air gênée. Elle semblait fière d'elle. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est ce qu'il y a de mieux, a-t-elle déclaré,
assez fort pour que le couple de la table voisine jette un coup d'œil. La famille de Bennett fait partie de la vieille bourgeoisie. Vivien. Ils s'attendent à un certain type d'invité. Je ne peux pas me permettre de te voir débarquer dans l'un de tes gilets de friperie et mettre tout le monde mal à l'aise. Ce serait honnêtement embarrassant pour toute la famille. Je n'ai rien dit. Des années de pratique m'avaient appris à verrouiller ma réaction au plus profond de moi. Là où personne ne pouvait l'atteindre. Et soyons honnêtes quant à ta carrière, a-t-elle poursuivi, riant sèchement. Tu fais de la comptabilité en freelance depuis ton appartement. De quoi vas-tu parler à ses parents? Leur résidence secondaire. Leur siège dans des conseils d'administration? Tu ne t'intègres pas dans notre monde. Vivien. Tu ne l'as jamais fait. J'ai regardé mes parents, attendant que l'un d'eux dise quelque chose. N'importe quoi. Pour toute défense, mon père a étudié son verre de vin. Ma mère m'a adressé ce petit sourire condescendant qu'elle arborait toujours lorsqu'elle voulait qu'un problème disparaisse sans avoir à le résoudre. Ils étaient au courant. Ils avaient comploté cela avec elle. J'ai baissé les yeux sur l'addition. 142 $. Un étrange calme glacial s'est emparé de moi. Ils croyaient sincèrement que je vivais chichement de factures de freelance, payant mon loyer à grand-peine. Ils n'avaient absolument aucune idée que mon entreprise de comptabilité était en réalité une société d'investissement privé que j'avais mis 10 ans à bâtir à partir de rien. Une structure qui gérait discrètement des portefeuilles valant des dizaines de millions de dollars. Pour des clients aux quatre coins du Sud-Est. Sans un mot, j'ai ouvert mon sac. Contourné ma carte de débit ordinaire et posé une carte noire en métal massif sur l'addition détaillée de Presley. Elle a fait un petit bruit sec contre la table. Presley l'a fixé du regard et a éclaté de rire. Qu'est-ce que c'est? Une carte fantaisie achetée en ligne? Tu ne peux pas te permettre cette endroit, Vivien. Ne t'humilie pas davantage. Péta par évatant. Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ma mère a arraché l'enveloppe crème et l'a repoussée vers moi. Ses bracelets teintés contre la table. Laisse-lui simplement son moment, Vivien, a-t-elle sifflé. Tu as toujours été si aigri face au bonheur de ta sœur. Les parents de Bennett arrivent de l'étranger. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre faux pas. Mon père, coupant toujours son steak sans lever les yeux, a apporté sa propre contribution. Ta mère a raison. Comprends-tu ce que nous investissons ici? Nous prenons une deuxième hypothèque sur la maison du lac le mois prochain juste pour couvrir les arrangements floraux. 150 000 $. Vivien. Rien qu'en orchidée et en pivoine. Nous ne pouvons pas te laisser assise là à faire la tête. Pendant que nous risquons tout pour le mariage de rêve de ta sœur. Les mots ont porté, mais pas de la manière dont il l'entendait. Une deuxième hypothèque sur la maison du lac. Il parlait de la propriété des montagnes Blue Ridge qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. Le joyau de toute l'identité sociale de mes parents. L'endroit où Presley avait passé chaque été de son adolescence à organiser des fêtes tandis que je restais en ville à travailler. Il y avait un énorme problème dans le plan de mon père. Il ne possédait plus cette maison du lac. 2 ans plus tôt, mes parents avaient sombré discrètement dans la faillite financière. Des décennies d'un train de vie que leur revenu réel ne pouvait pas soutenir. Combiné à des années de financement des garde-robes de créateurs de Presley et de ses projets d'entreprises ratées, avaient fini par les rattraper. Ils avaient fait défaut sur leur hypothèque et la banque s'apprêtait à saisir le bien. Terrifiés à l'idée de l'humiliation, ils n'en avaient parlé à personne ni à leurs amis. Ni à Presley, et certainement pas à moi. La fille qu'ils supposaient trop insignifiante pour le découvrir un jour. Ce qu'ils ignoraient, c'est que mon entreprise est spécialisée dans l'immobilier en détresse. Lorsque la banque avait entamé la procédure de saisie
L'une de mes sociétés holding avait racheté discrètement la créance à prix réduit par l'intermédiaire d'un conseil externe. Nous avions offert à mon père une alternative confidentielle à la saisie publique. Il signerait l'acte de transfert à notre profit, sa dette restante serait effacée. Et il pourrait rester dans la maison dans le cadre d'un bail réduit avec une option d'achat ultérieure si ses finances se redressaient. Il avait signé sans jamais demander qui se cachait réellement derrière l'accord. Il avait raconté à ma mère qu'un prêteur anonyme avait simplement refinancé la propriété pour 2 ans. Les paiements hypothécaires dont il discutait si fièrement lors des dîners mondains étaient en réalité des loyers versés à une entreprise dont j'étais propriétaire. Toute banque effectuant une recherche de titre de routine découvrirait immédiatement que la propriété avait changé de main. Ce qui signifiait qu'une deuxième hypothèque était non seulement difficile, mais juridiquement impossible. Ils étaient prêts à compromettre tout leur avenir financier et à risquer de se retrouver réellement sans abri pour s'offrir des fleurs importées pour un mariage auquel je n'avais même pas le droit d'assister. J'ai regardé mon père essuyer sa bouche avec sa serviette. L'air extrêmement satisfait de son petit discours sur le sacrifice. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds m'appartenait. J'ai repoussé ma chaise. Les pieds ont raclé le sol. Presley a cligné des yeux. Mon père a cessé de mâcher. La main de ma mère s'est figée au-dessus de son verre de vin. Ils attendaient que je craque, que je mendie une place pour le mariage. Que je pleure comme je le faisais adolescente chaque fois que Presley se moquait de mes vêtements. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai fait signe à notre serveur, qui avait manifestement écouté à une distance polie. Je prends l'intégralité de l'addition ce soir, ai-je dit d'une voix égale. Veuillez prélever la totalité et ajouter un pourboire de 30%. Presley a ricané. Tu vas saturer une carte de crédit juste pour prouver un point. C'est pathétique. Vivien. Tu ne peux pas te le permettre. Péta paraît va-t'en. Je ne l'ai pas regardé. La carte a été débitée instantanément. J'ai signé, remercié le serveur et me suis levé. Profite bien de ton mariage, Presley, ai-je dit. J'espère sincèrement qu'il sera tout ce dont tu as rêvé. Je suis sorti sans attendre de réponse. Franchissant les portes lourdes pour me retrouver dans la fraîcheur de la nuit d'Atlanta. Mon chauffeur m'attendait déjà au bord du trottoir. Bonsoir, mademoiselle Marlowe, a-t-il dit en ouvrant la portière. Comment s'est passé le dîner? Éducatif. Ai-je répondu en glissant à l'arrière. Une fois que nous avons démarré, j'ai appelé mon avocat et gestionnaire d'actifs principal. Un homme incisif et imperturbable nommé Julien, qui travaillait avec moi depuis près de 8 ans. J'ai besoin que tu bloques un actif spécifique dès la première heure demain, ai-je dit. La maison du lac. Mes parents essaient de l'utiliser comme levier pour obtenir une deuxième hypothèque pour le mariage de ma sœur. Ce n'est pas juridiquement possible, a répondu Julien. Nous sommes les propriétaires inscrits. N'importe quel créancier le découvrira lors de la souscription avant même qu'il n'approche de l'approbation. Je le sais. Je ne veux pas qu'il s'approche d'un prêteur prédateur ou qu'il tente de falsifier des documents par désespoir. Signale-le dans l'index d'enregistrement du comté. Si une demande, un transfert de acte ou une requête de privilège arrive avec leur nom. Je veux notre équipe juridique sur le coup immédiatement. C'est tout comme fait. Julien. Autre chose? Oui, ai-je dit en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Je veux un profil financier complet sur The Colgrove Family. Chaque actif, chaque passif. Chaque compte offshore que tu pourras trouver. Quelque chose dans leur histoire ne me paraît pas net. Une famille aussi riche ne demande généralement pas aux parents de la mariée de financer personnellement un mariage à 6 chiffres. Je veux savoir exactement avec qui je suis apparemment. Trop embarrassante pour m'asseoir. Nous allons tracer chaque dollar. A conclu Julien.
J'ai raccroché et laissé mon téléphone glisser sur mes genoux alors que la voiture s'arrêtait devant mon immeuble. Ma famille pensait avoir protégé son image parfaite en m'écartant de la photo. Elle ignorait qu'elle venait de me donner toutes les raisons dont j'avais besoin pour voir cette photo voler en éclats. Le lendemain matin, assise dans mon bureau avec vue sur la skyline d'Atlanta, sirotant mon café tout en examinant les notes préliminaires de Julian sur la famille Colgrove. Mon téléphone personnel a vibré, une alerte prioritaire du système de sécurité de mon Pantouse. Quelqu'un venait de pénétrer dans le bureau intérieur. Le seul espace de ma maison protégé par son propre code d'accès. J'ai ouvert le flux vidéo en direct de la caméra. Ma mère et Presley s'y trouvaient, fouillant dans mes tiroirs. Presley, vêtu d'un manteau de créateur, ouvrait des tiroirs à grand renfort de secousses et jetait des dossiers sur le sol. Ma mère passait ses mains le long des étagères à la recherche de quelque chose. Je les ai regardés, presque fasciné. Lorsque ma mère a fini par repérer le contour de mon coffre-fort mural dissimulé derrière un tableau. Je l'ai trouvé, a-t-elle dit, sa voix captée clairement par le microphone caché. Aide-moi à deviner le code. Et c'est sa date de naissance, a suggéré Presley. Ou peut-être l'année où elle a lancé sa petite entreprise. Elle est obsédée par ça. Elles ont essayé 5 codes différents. Tous ont échoué. J'en avais assez entendu. J'ai appuyé sur l'intercom bidirectionnel. Si vous entrez un code erroné de plus, ce système notifie automatiquement la police d'une effraction en cours, ai-je déclaré. Ma voix résonnant à travers les haut-parleurs dissimulés. Presley a poussé un cri perçant et a reculé en trébuchant. Ma mère a fait un tour sur elle-même, cherchant une caméra qu'elle ne trouverait jamais. Vivien. Où es-tu? Es-tu là? A-t-elle balbutié. Je suis à mon bureau, ai-je dit, en train de vous regarder, toi et Presley. Fouillez dans mes dossiers privés en haute définition. Vous avez 10 secondes pour expliquer. Pourquoi vous avez cambriolé mon coffre-fort avant que j'appelle la police moi-même? Ma mère s'est ressaisie rapidement. Lissant son blouson et arborant ce même sourire condescendant qu'elle sortait toujours lorsqu'elle était coincée. N'exagère pas. Chérie. Nous empruntions juste quelque chose. La broche en saphir de ta grand-mère. Presley en a besoin pour ses portraits de mariage cet après-midi. Ce n'est pas comme si tu allais la porter un jour. Tu es toujours en train de travailler. Laisse-la juste la voir. J'ai laissé le silence s'installer pendant de longues secondes. Vous avez fracturé un bureau verrouillé et tenté de forcer un coffre-fort en acier pour une broche. Ai-je dit d'une voix plate. Elle appartient à la famille, a aboyé ma mère. Elle devrait être portée par une mariée. Pas prendre la poussière pendant que tu es assise ici toute seule. Les apparences comptent. Vivien. Je ne vous donnerai pas le code, ai-je dit. Et même si je le faisais, vous seriez déçus. Le coffre-fort est vide depuis plus d'1 an. La broche de grand-mère est dans un coffre sécurisé à ma banque depuis que j'ai commencé à voyager pour le travail. Elle n'est nulle part près de cet appartement. Presley a poussé un cri de pure frustration et a envoyé d'un coup de pied une pile de mes dossiers à travers la pièce. Tu as tout gâché. Tu savais que j'avais besoin de ça pour aujourd'hui. Je ne gâche rien, ai-je dit. C'est ton propre comportement dicté par le sentiment d'être au-dessus des lois qui ruine tes préparatifs. Maintenant, je vous suggère d'arrêter de jeter mes affaires partout. Car votre situation est sur le point de s'aggraver considérablement. J'ai ouvert le tableau de bord de la sécurité et enclenché un verrouillage complet. Les verrous de sécurité se sont enclenchés avec un lourd bruit mécanique. Les fenêtres se sont teintées de noir. Ma mère a poussé un hoquet. Tu ne vas pas nous retenir en otage ici, a hurlé Presley en tambourinant sur la porte d'entrée.
Je sécurise une scène de crime, ai-je répondu calmement. Vous avez pénétré par effraction dans une pièce restreinte et tenté d'ouvrir un coffre-fort. Verrouillé. C'est un crime. Je vous donne 3 minutes pour remettre tout exactement à sa place. Si ce n'est pas fait quand le chronomètre arrivera à 0. J'appuie sur le bouton et la police arrivera dans environ 5 minutes avec les images de vous deux. Devant ce coffre. Elles se sont affolées. Je les ai regardées tomber à genoux, ramassant les dossiers éparpillés avec des mains tremblantes. Restaurant la pièce tandis que le temps défilait. Lorsque le chronomètre a atteint 0, j'ai relâché les verrous sans un mot de plus. Elles ont pris la fuite sans se retourner. J'ai passé le reste de cette semaine dans un silence complet. Pas d'excuses, pas d'appel. Juste le clic feutré de l'enquête de Julian qui continuait de progresser. Puis Presley a commencé à faire des diffusions en direct depuis l'extérieur de mon immeuble. Racontant à ses abonnés que sa sœur aînée, jalouse et instable, l'avait enfermée ainsi que notre mère dans un appartement sans aucune raison. Elle n'a jamais mentionné le coffre-fort, les dossiers. Ou les 3 minutes passées à s'affairer pour éviter une arrestation. Dans une vidéo ultérieure filmée depuis l'arrière de la voiture de ma mère, elle agitait des pages de son classeur de mariage, se plaignant d'un retard de paiement de fournisseurs. Pendant 2 secondes, une page est apparue brièvement à l'écran. Un calendrier de financement de mariage listant un virement de $50 000 provenant d'une entité appelée The Colgrove Family Trust. J'ai mis la vidéo en pause et envoyé l'image à Julian. Vérifie ce compte. Lui ai-je ordonné. Il a rappelé dans l'heure, la voix tendue. Le numéro d'acheminement n'appartenait à aucun trust familial. Il appartenait à une société écran sous surveillance fédérale pour activités suspectes. Utilisé pour faire transiter de brefs flux de liquidités par le biais de comptes de prestataires de luxe avant d'en inverser les mouvements. Bennett y figurait en tant que signataire autorisé par l'intermédiaire d'une chaîne de gestionnaires. Prête-nom. Les prétendus biens immobiliers de sa famille avaient été vendus sous contrôle judiciaire près d'une décennie plus tôt. Le yacht figurant sur ses photos de réseaux sociaux appartenait à une entreprise de charter. L'immeuble de bureau de la famille était loué à l'heure. Sa richesse n'était pas seulement exagérée, elle était entièrement mise en scène. Aucun des 2 camps de ce mariage n'avait un sous-vaillant. Mes parents croyaient que la famille de Bennett sauverait leur réputation. Bennett croyait que mes parents finiraient par céder une maison du lac qui ne leur appartenait plus. Et Presley croyait que tout le monde autour d'elle était riche simplement parce qu'elle l'exigeait. J'ai dit à Julian de tout préserver et de continuer à pister la société écran. Mais de s'abstenir d'alerter qui que ce soit. Je voulais voir jusqu'où l'illusion pouvait s'étirer d'elle-même. La semaine suivante, j'ai eu besoin de faire une pause dans tout cela. J'ai donc réservé quelques jours dans un domaine côtier à Big Sur, en Californie. Une vaste propriété à flanc de falaise dotée de jardins privés et d'une intimité totale. Il se trouvait que c'était le lieu exact que Presley avait réservé pour son mariage. Bien qu'elle ignorait que, 3 ans plus tôt, mon entreprise avait pris une participation majoritaire dans le groupe hôtelier qui le possédait. Après la faillite des précédents propriétaires, submergés par les dettes, mon nom était enfoui sous plusieurs couches de holdings. Pour Presley, un investisseur anonyme possédait la propriété. Pour moi, c'était simplement chez moi. Mon jet s'est posé par un jeudi après-midi lumineux. Lawrence, le directeur général, m'a accueilli personnellement à l'entrée privée. « Bienvenue, mademoiselle Marlowe », a-t-il dit. Le pantouse est prêt. Et je dois mentionner que nous avons un groupe de mariage assez important sur les terres ce week-end. Ils n'ont aucun accès à votre étage. La sécurité a été briefée. Parfait, ai-je dit. Je compte ne faire absolument rien d'autre que lire et profiter de la vue. Le pantouse formait un monde à part. Une suite aux murs de verre enveloppés par une terrasse surplombant les falaises de l'océan. De là-haut, je pouvais apercevoir le personnel du mariage s'affairer en contrebas, disposant des rangées de chaises blanches sur la pelouse. Je me suis installé dans une chaise longue avec un verre de vin.
laissant le son des vagues effacer le bruit des 2 dernières semaines. Cette paix a duré jusqu'à ce que mon téléphone vibre pour afficher un message provenant d'un numéro inconnu. C'était Bennett. Il commençait par s'excuser pour l'incident du dîner. Puis pivotait presque aussitôt pour me dire qu'il avait toujours pensé que j'étais la sœur la plus sensée et la plus intelligente, et qu'il détestait la façon dont ma famille me traitait. C'était une tentative de sympathie si grossière que j'ai failli éclater de rire. Il pensait s'adresser à une femme solitaire et délaissée qui saisirait la moindre occasion de bénéficier d'un peu d'attention de la part d'un bel homme. J'ai décidé de jouer le jeu. Il a mordu à l'hameçon instantanément, se plaignant de Presley, construisant une fausse intimité. Pour enfin en venir à ce qu'il voulait réellement. Un prêt secret de 50 000 $ pour couvrir le paiement d'un fournisseur exigible au petit matin. En me promettant de me rembourser dès que son fonds en fiducie serait décaissé. J'ai joué à la freelance anxieuse à la perfection, posant des questions innocentes. Pourquoi ne pas demander à ses propres parents? Pourquoi ne pas demander à mon père qui finançait déjà le mariage? Sa panique l'a rendu imprudent. Ses messages sont devenus plus longs, brouillons et de plus en plus honnêtes. Il a confessé que la richesse de sa famille s'était évaporée 10 ans plus tôt. Qu'il croulait sous les dettes personnelles et qu'il comptait entièrement sur mes parents pour le renflouer. Prévoyant d'utiliser son nouveau statut de gendre pour accéder à l'argent qu'il leur restait. J'ai fixé l'écran en éprouvant un sentiment proche d'un amusement sincère. Bennett épousait ma sœur pour mettre la main sur l'argent de mes parents. Mes parents hypothéquaient une maison qu'ils ne possédaient plus pour impressionner la famille de Bennett. Et Presley croyait que tous ceux qui l'entouraient étaient riches simplement parce qu'elle en avait besoin. J'ai transféré chaque message à Julian et suis allé me coucher tôt. Dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, ma famille est arrivée au domaine. Je les ai observés sur le flux de sécurité du lobby alors que Presley jetait son sac sur le comptoir d'accueil, exigeant un surclassement gratuit vers la suite du dernier étage. Laurence a expliqué calmement que le dernier étage était une résidence privée non disponible à la location, actuellement occupée par la propriétaire. Furieuse d'être éconduite par quelqu'un qu'elle ne pouvait même pas voir. Presley a repéré un ascenseur de service au bout d'un couloir latéral entraînant notre mère par le poignet. S'est engouffré à l'intérieur avant que la sécurité ne puisse l'en empêcher. Mon oreillette a vibré. Mon chef de la sécurité m'a demandé s'il devait les intercepter. Laissez passer. Ai-je dit. Ouvrez la porte de service. Je suis resté sur la terrasse, sirotant mon vin, le dos tourné à la pièce. J'ai entendu la cloche de l'ascenseur tinter et leurs pas résonner bruyamment dans le couloir. Presley a ouvert les portes d'un coup de pied sans frapper. Je me fiche de savoir qui tu es, a-t-elle crié dans la pièce. Tu es dans ma suite nuptiale et tu dois partir tout de suite. Je me suis levé, me suis retourné et leur ai fait face. L'expression sur leur visage est gravée à jamais dans ma mémoire, reconnaissance, confusion. Puis une incrédulité totale, le tout en l'espace de 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais ici, a hurlé Presley. Tu me traques? Tu m'as suivi en Californie pour ruiner mon mariage. Ma mère s'est ressaisie la première. Ricanant devant mon peignoir et la suite qui m'entourait. C'est un nouveau sommet, même pour toi. Vivien. Surcharger une carte pour louer une suite juste pour faire de l'ombre à ta sœur. Fêter. Valise et par avant qu'on appelle la police. Je n'ai rien dit. Je me suis dirigé vers la table console, ai pris mon téléphone et ai appuyé sur un unique bouton. Les portes se sont ouvertes et 4 membres de mon équipe de sécurité privée ont fait irruption. Formant un mur entre ma famille et la sortie. Ma mère a reculé en trébuchant. Presley s'est figé au milieu de sa phrase. J'ai attrapé une simple feuille de papier posée sur un plumier et l'ai tendue. Lisez. Ai-je ordonné. Ma mère l'a prise de main tremblante.
C'était un accord de bonne conduite stipulant qu'en tant qu'invité sur ma propriété, toute perturbation supplémentaire, menace ou intrusion entraînerait l'annulation immédiate du mariage et la perte de leur acompte. Tout ce domaine m'appartient, ai-je dit. Je possède les terres. Je possède le lieu où votre cérémonie se déroulera demain. Signé. Où mon équipe de sécurité vous escorte hors de la propriété dès maintenant et le mariage est annulé. Elles ont signé en silence, la tête basse. Elles ont été escortées vers l'aile des invités cette nuit-là. Bennett a soudoyé le personnel pour passer le lobby. Mais ma sécurité l'a intercepté alors qu'il tentait de rejoindre l'ascenseur. Il a imploré d'avoir 5 minutes. Je l'ai laissé monter. Il s'est effondré dans la chaise en face de moi. La cravate desserrée. Les yeux injectés de sang. J'ai besoin de cet argent ce soir, Vivien. Si je ne vire pas le fonds avant le matin, je suis fini. Ton père est ruiné. Ma famille est ruinée. Tout le monde a menti. Alors pourquoi épouser ma sœur du tout? Ai-je demandé. Parce que ton père lui a promis la maison du lac, a-t-il dit. Je pensais pouvoir la vendre dès que nous serions mariés et éponger mes dettes. Je dois de l'argent à des gens qui n'envoient pas de rappel poli. Si je ne les paie pas d'ici demain, ils vont débarquer au mariage. Il a ajouté, fixant le sol, je la méprise. Ses pleurnicheries, son sentiment d'impunité. Mais j'ai besoin de cette maison. Je lui ai répondu que les banques ouvriraient à 8 heures et que j'autoriserais le virement avant. La cérémonie. Le soulagement a submergé son visage. Il m'a remercié, m'a qualifié de seule personne raisonnable de la famille et est parti. Il ignorait que la terrasse était équipée de caméras de sécurité. Chaque mot avait été enregistré avec une clarté parfaite. Le lendemain matin, j'ai observé depuis mon balcon le mariage s'effondrer en temps réel. Presley a hurlé sur le fleuriste à propos de la nuance des roses blanches. Le responsable de la restauration a abordé mes parents en privé pour les informer que leur chèque avait été rejeté. Mon père a essayé 3 cartes de crédit distinctes devant lui. Les 3 ont été refusées. Désespérée, ma mère a pris Bennett à part pour le supplier de couvrir les frais. Sa carte a elle aussi été refusée. Le bar ouvert a été retiré sous les yeux des invités qui arrivaient. Et les murmures ont commencé avant même le début de la cérémonie. Au moment où Presley s'est engagé dans l'allée, la tension sous le chapiteau était insoutenable. Sa micro-exigence transformée en confrontation avec Bennett a éclaté directement devant l'hôtel. Les deux hurlant dans un microphone en direct devant 300 invités et une équipe de tournage professionnelle que Presley elle-même avait engagée des mois auparavant. Bennett a admis devant les caméras que sa famille n'avait pas un sou et que la seule raison pour laquelle il l'avait demandée en mariage était qu'il croyait qu'elle hériterait de la maison du lac. Presley, devant tout le monde, lui a jeté son livre au visage. Il l'a giflé. Le bruit a craqué à travers le chapiteau, capté à la perfection par le microphone de l'officiant. Et a été diffusé en direct auprès de milliers de spectateurs avant que quiconque ne puisse couper le flux. La sécurité a maîtrisé Bennett immédiatement. Un médecin a examiné Presley. Les images se répandaient déjà sur Internet au moment où ma famille battait en retraite vers le bâtiment principal, traînant le chaos derrière eux, menaçant de poursuites judiciaires contre le lieu, contre le personnel, contre un propriétaire qu'ils n'avaient jamais rencontré. J'ai terminé mon vin, lissé mon blazer et pris l'ascenseur pour descendre à leur rencontre. Je suis passé devant mon père au milieu d'une diatribe, devant ma mère agrippant un mouchoir, devant Presley me lançant des regards noirs à travers son maquillage coulé. Et je me suis assise derrière le bureau du directeur. « Qu'est-ce que tu fais ?» a aboyé mon père. « Lève-toi avant que le propriétaire n'arrive. » Monsieur Marlowe, a dit Laurence en s'avançant. Vous la regardez en face.
Vivien Marleau possède ce domaine ainsi que la holding qui le gère. Le silence qui a suivi a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Je leur ai exposé la vérité pièce par pièce, la société écran derrière les finances de Bennett. Les prêts en défaut derrière ceux de mon père, et enfin l'acte de propriété de la Maison du Lac. Prouvant qu'elle m'appartenait depuis 2 ans. J'ai passé l'enregistrement de la confession de Bennett sur le moniteur mural. Sa propre voix admettant qu'il méprisait Presley et ne convoitait que la maison. Une fois l'enregistrement terminé, j'ai appelé la police. Porté plainte pour agression contre Bennett pour ce qui s'était produit à l'hôtel. Et remis à mes parents des avis d'expulsion de 30 jours pour une maison qu'ils n'avaient plus aucun droit d'occuper. Ils ont été escortés hors de la propriété cet après-midi-là. Sans plus rien derrière quoi se cacher, ni richesse, ni réputation. Et avec une vidéo virale qui les suivrait bien après que le mariage lui-même ait été oublié. Je suis retourné sur ma terrasse. Et versé un dernier verre de vin et regardé le soleil s'enfoncer dans le Pacifique. Avec le recul, la vraie leçon n'a jamais concerné l'argent, ni la maison, ni même le mariage. C'était d'apprendre que ma valeur n'a jamais été quelque chose dont ma famille avait l'autorité de décider. Pendant des années, j'ai cru que si je restais assez silencieuse, que si je travaillais assez dur et que si je demandais assez peu, je finirais par mériter une place à leur table. Mais les gens qui s'entêtent à vous sous-estimer ne récompenseront jamais votre patience. Ils ne feront que l'épuiser. La vraie victoire n'a pas eu lieu sur ce balcon de Big Sur. Elle s'était produite des années auparavant, tranquillement. Pendant que je construisais quelque chose de réel au lieu d'attendre la permission de compter. Avez-vous déjà été celui ou celle que votre famille a rayé de la carte? Pour finir par bâtir une vie qu'elle n'avait pas vue venir? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si celle-ci vous a touché? N'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est jamais bruyante.